Le ministre de l'économie et des finances a été interpellé à l'Assemblée nationale relativement à la gestion des contrats du partenariat public-privé. Le point dans ce journal. Ensuite, nous aurons dans cette édition droit à une déclaration rendue publique par le barreau du Niger concernant le climat politique qui prévaut dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué de presse d'une vingtaine d'organes de presse, dont 6 groupes de radio et télévision. Le communiqué est ainsi libellé le 19 octobre et le 14 novembre dernier. Les agents de la force publique, sur instruction, ont délibérément choisi de violer allègrement toutes les dispositions de l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la presse au Niger, en bastonnant, molestant, humiliant les reporters avant de les embarquer manu militari. Déjà les 16, 17, 18 janvier 2015, les éléments des forces de l'ordre ont réservé les mêmes traitements humiliants aux reporters. Ces entraves portent inéluctablement entorse à l'exercice du métier de journaliste, à la liberté d'expression et à la démocratie au Niger. Malgré les appels incessants depuis les violences policières du 17 janvier 2013 sur des journalistes à Zender pour le respect de l'ordonnance portant régime de la liberté de presse au Niger et les engagements politiques, la situation n'a fait qu'empirer. C'est pourquoi le collectif des responsables des médias privés du Niger, signataire du présent communiqué, appelle tous les professionnels du secteur de la presse et de la communication publique, privée et médias communautaires à rejoindre ce collectif pour boycotter l'ensemble des festivités prévues à l'agenda du gouvernement pour la célébration insensée de cette journée politique du 30 novembre qui ne nous engage en rien, afin de sauver les acquis en matière de la liberté de la presse dans notre pays, fait à Niamey le 21 novembre 2015. Un autre communiqué suite aux agressions dont ont été victimes plusieurs reporters le samedi 14 novembre dernier sur la route de l'aéroport. Le directeur général du groupe Dounia vient d'introduire une plainte au Conseil supérieur de la communication. Selon le patron du groupe Dounia, 2 équipes du dit organe ont été agressées gratuitement par des individus drapés aux couleurs du parti Lumana Africa qui auraient tenté de lyncher le caméraman de la première équipe. Pour la seconde équipe, elle a été arrêtée par des individus qui lui ont barré la route et ont utilisé des gourdins sur le véhicule. Comme annoncé dans le titre, les travaux de l'Assemblée nationale au titre de la deuxième session se poursuivent. Aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances a été interpellé sur la gestion des contrats du partenariat public-privé. Plus de détails avec Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Objet d'une interpellation et seul point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, la gestion des contrats du partenariat public-privé sous les feux des critiques. Des contrats PPP au dire des députés signataires de l'interpellation, négociés dans des conditions qui tranchent avec le principe de transparence. Aujourd'hui, les Nigériens qui ont écouté commencent à comprendre tout le flou qui existe autour de ces partenariats publics-privés. Vous avez entendu, c'est plus de 1200 milliards de francs CFA qui sont en train d'être octroyés à des conditions totalement obscures. Des contrats d'achat d'ambulances, des contrats de construction de blocs de logements sociaux, des contrats d'achat de construction des immeubles, des contrats sur le rail, c'est plus de 1200 milliards de francs CFA. Et comment ces contrats sont octroyés, qui sont qui ont reçu ces contrats? Faux, rétorque la majorité parlementaire pour qui? C'est une confusion, voire même un amalgame des députés auteurs de cette interpellation. L'opposition a fait, si vous voulez, a fait une confusion terrible, peut-être exprès, en pensant que le partenariat public-privé est soumis aux mêmes conditionnalités, aux mêmes conditions que, n'est-ce pas, les marchés publics. Or, c'est 2 lois différentes. Et ce qui est aberrant, c'est que les questions posées par l'opposition oublient totalement l'existence de ces lois-là, de cette loi. Une similitude de son de cloche du ministre de l'économie et des finances,
qui a cru éclairer la lanterne des députés signataires. J'espère bien qu'ils ont bien perçu. C'est l'exercice que je me suis évertué à faire en leur faisant d'abord un document préparé qu'on leur a présenté et en répondant à leurs préoccupations, à leurs réponses. Nous sommes disposés à informer aussi bien la représentation nationale que les populations. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de vice caché ou de tromperie quelconque. Donc, nous sommes disposés à continuer les discussions, les débats avec eux. Pour rappel, le Niger est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à se doter d'une loi dans ce domaine. Un choix stratégique juridiquement encadré et techniquement évalué pour la réalisation de projets structurants. Ensuite, le barreau du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration dans laquelle il a fait ressortir son inquiétude face à la situation sociopolitique que vit notre pays. Le barreau du Niger appelle à l'apaisement du climat politique. La teneur de cette déclaration avec Maître Tchirnaka Yacouba Idrissa. Appel citoyen du barreau du Niger. Pendant que le Niger fait face avec courage à de nombreux défis, le barreau constate avec inquiétude qu'une atmosphère sociale délétère s'installe, mettant en péril notre bien commun le plus cher, l'unité nationale. En effet, depuis quelques jours, certaines personnes se livrent allègrement par médias interposés ou à travers les réseaux sociaux à des propos injurieux, haineux, claniques et ethnocentriques d'une extrême violence. Le barreau connaît la puissance destructrice de tels actes. Les drames que ce type de propos ont engendrés dans certains pays sont encore frais dans la mémoire collective. Aussi, le barreau rappelle à la classe politique, toute tendance et tout bord confondu, qu'il lui incombe de maintenir la quiétude sociale et de bannir tout comportement insensé, en rupture totale avec les mœurs. Le pacte républicain du vouloir vivre ensemble que symbolise la devise du Niger. Fraternité, travail, progrès. Et les dispositions des articles 4 et suivants de la Constitution. Aux associations religieuses, qu'il leur appartient d'insuffler toujours la paix dans le cœur des croyants. À la société civile, son rôle d'acteur et d'observateur neutre de la démocratie. À la chefferie traditionnelle, qu'elle est le socle de l'humanisme et la gardienne de nos valeurs. Aux organes de presse, qu'ils sont à l'avant-garde de la paix sociale. À la justice, que de son devoir d'impartialité dépend la quiétude sociale. À tous les citoyens, à quelque niveau qu'ils se trouvent, que l'exercice des droits et libertés doit se faire dans le respect des lois et règlements de la République. Que chacun est comptable de ses actes devant le peuple et devant l'histoire. En conséquence, le barreau, institution de défense des droits de l'homme et de la démocratie, résolu à assumer sa part du destin et convaincu du poison mortel de la désunion que portent les germes de tels propos, met en garde la classe politique, toute tendance confondue, contre toute remise en cause des acquis démocratiques et de l'unité nationale. Exhorte les autorités judiciaires à engager en toute impartialité des poursuites appropriées contre toute personne, sans distinction de rang social, qui porterait atteinte par ses propos ou par ses actes à la cohésion et à l'unité nationale. Pour le Conseil de l'ordre, le bâtonnier.
La situation des travailleurs des mines et assimilés du Niger au centre d'une déclaration du syndicat des travailleurs des mines du Niger. Le Centramine demande entre autres à l'État de tout mettre en œuvre pour lutter contre la fraude du ciment au Niger. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Installé le 8 octobre 2015, le nouveau bureau du syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine, a tenu sa toute première déclaration ce samedi. Dans celle-ci, le Centramine fait l'état de lieu de la situation des travailleurs du secteur de mines. Une situation terrorisante. La fermeture du Mouraren où plus de 240 travailleurs du secteur minier ont perdu leur emploi. À la Somaïr, un licenciement de plus de 130 travailleurs assorti d'un plan social. À Areva Mine Niger, un licenciement de 13 travailleurs. À Goviex, un licenciement de plus de 65% de l'effectif des travailleurs avec arrêt des travaux de portation et toute autre activité sur le site. À Azelek Somina, c'est la mise en chômage technique de 419 travailleurs depuis bientôt 11 mois. À la Cominac, c'est l'arrêt des recrutements au profit de la sous-traitance et une surexploitation du personnel restant avec un départ massif en retraite. La situation est grave, clame Centramine, qui exige du gouvernement le départ de la mission interministérielle en Chine au plus tard fin de ce mois pour la recherche de financement. Pour SML Samira, demande à l'État le financement des travaux d'exploration ou de chercher des actionnaires capables de reprendre la SML sans toucher aux acquis des travailleurs. Pour la NCN Malbaza, c'est la mévente du ciment produit localement aux produits du ciment étranger entrant en grande partie par fraude, créant une concurrence déloyale. Le Ben Centramine demande à l'État de tout mettre en œuvre pour lutter contre l'introduction frauduleuse du ciment au Niger. Pour la sous-traitance et agents temporaires, demande la tenue d'une table ronde sous la sous-traitance et agents temporaires à Arlit. Pour la Cominac Somaïr Azelik Somina, le Ben Centramine exige de l'État l'exonération pure et simple de la TVA et la neutralité qui aggrave davantage le coût de la production de l'uranate. Pour Sonichar, le Ben Centramine demande le financement de la troisième tranche à la Sonichar pour faire face aux besoins d'énergie électrique de la région d'Agadez. Le Ben Centramine demande la mise en place d'un comité ad hoc de réflexion sur la situation du secteur minier au Niger. Le Centramine regroupe les travailleurs de 6 syndicats du secteur des mines, à savoir la Cominac, la Somaïr, la Somina, la SML, la NCN, la Sonichar et les agents de la sous-traitance. Une conférence débat s'est déroulée aujourd'hui à la faculté des sciences juridiques sur les problèmes de l'exploitation minière au Niger. Cette conférence a été organisée par le Centre d'enseignement de recherche en droit humanitaire et droit de l'homme. Retrouvons encore Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou pour le résumé. Le respect des droits de l'homme dans les industries extractives cas du Niger, c'est cette thématique qui a fait l'objet de cette conférence débat. Un thème d'une importance capitale au Niger qui a suscité les réactions des participants. Plus jamais, jamais au grand jamais, il n'y aura d'inspection à l'extraction. Il n'y aura jamais, juste à l'infini. Puisque si on tient compte de la distance de 200 km et ne lui occasionnant pas le déplacement, ça veut dire que les employés vont toujours continuer à être violés sur leur lieu d'extraction. Si il y a une subvention que l'État a réservée pour les populations riveraines, et si cette subvention existe, est-ce qu'il y a un comité chargé pour quand même partager cette subvention à qui de droit? Il y a une enquête de Greenpeace et de Sherpa qui montre que ce n'est pas vrai. Areva en personne reconnaît qu'ils font des choses qui ne sont pas catholiques relativement à l'eau. Ils vivent de l'eau, c'est 290 milliards de mètres cubes que Areva elle-même a reconnu. Ils vivent de l'eau du sous-sol. La population n'a pas accès à l'eau. Quand vous allez à Arlit, il y a des quartiers qui font 2 jours, 3 jours sans avoir accès à l'eau. En droit, on nous a parlé de l'absence de l'opposabilité lorsque la publicité n'a pas été effective. Quelles sont les conséquences vraiment de l'absence de cette publication vis-à-vis des tiers? Des inquiétudes, des suggestions et des questions des participants auxquels les conférenciers qui sont le coordinateur du ROTAB et le représentant du ministère des Mines ont apporté d'amples précisions. L'exploitation minière aujourd'hui contribue à 5% dans le budget de l'État.
Et quand vous faites le bilan de ce que Areva a eu, nous étions retrouvés comme dans le rôle du commissionnaire, malgré que la Constitution consacre que la ressource appartient au peuple nigérien aujourd'hui. Il faut se dire qu'avant, cette ressource n'était même pas considérée comme une ressource naturelle du sous-sol. L'exploitation de cette ressource était régie par des accords de défense entre le Niger, la France, le Bénin, Dahomey, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et c'était clairement mentionné que la France a droit prioritaire sur ces ressources naturelles de nos sous-sols. Nous sommes bien dans la tendance de malédiction des ressources aujourd'hui. Ces ressources ne nous profitent en rien. Par rapport au respect des droits, tout ce qui se rapporte au volet environnement, l'État a mis en place un dispositif, surtout par rapport au CCD. Il y a ce qu'on appelle le suivi radiologique, aussi bien pour le milieu naturel que pour la chaîne alimentaire. Il y a ce dispositif qui travaille actuellement et que ce comité est composé aussi bien de l'environnement, des mines, de l'hydraulique et de l'inspection du travail. L'objectif de cette conférence débat est de faire ressortir le piétinement des droits des travailleurs dans le secteur des mines au Niger afin d'amener les sociétés qui exploitent ces mines et les autorités de veiller au respect des droits des agents. Les étudiants nigériens à l'extérieur ne sont pas du tout contents des traitements qui leur sont réservés par les autorités. La section des étudiants nigériens du Sénégal a rappelé aux autorités en charge de l'éducation leurs conditions d'études à Dakar. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec le secrétaire général de l'Association des étudiants nigériens du Sénégal. La MNES constate avec regret et déplore l'essor réservé par l'État à l'ensemble des étudiants nigériens à l'étranger. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans la mesure où certains de nos camarades, notamment en master et en doctorat, se sont vus respectivement empêcher le dépôt de leur mémoire et ou la soutenance de ceux-ci, le dépôt de leur thèse et ou la soutenance de celle-ci. Pour la simple raison que l'État n'a toujours pas respecté ses engagements vis-à-vis de leurs établissements en payant dans les délais normaux leurs frais de scolarité. Ceux n'étant pas dans cette situation sont soit suspendus, soit expulsés des cours. Pour pallier à cela, nous proposons au gouvernement le versement intégral de tous les frais tenant à la formation des étudiants dès au début de l'année académique et non à sa fin comme à l'état actuel. En seconde ligne, nous qui sommes à l'extérieur, loin de notre pays, de nos parents, sommes plus dans les besoins que nos camarades au pays. Pour cela, nous devons être plus considérés dans les traitements et les paiements. Et compte tenu de la cherté des vies au Sénégal, des coûts élevés des loyers, des besoins académiques et sociaux qui augmentent sans cesse, nous sollicitons auprès de la haute bienveillance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, le rehaussement du montant des bourses de tous les étudiants à l'extérieur d'un montant de 25 000 voire plus et l'octroi d'une aide sociale à tous les étudiants non boursiers à l'extérieur, au même titre que ceux qui sont au pays pour nous permettre de mieux subvenir à nos besoins et d'étudier dans les conditions les plus adéquates. Enfin, nous félicitons et remercions le gouvernement pour la bancarisation du système de paiement des bourses et souhaitons que le même système soit appliqué au paiement des frais de scolarité tout en espérant que ces derniers soient la solution pour pallier au retard. En ce qui concerne la situation sécuritaire du pays, nous témoignons notre compassion à l'égard de nos frères concitoyens de la région de Difa pour la situation d'insécurité dans laquelle ils sont plongés depuis bientôt un an. Adressons nos condoléances aux familles des victimes des attaques perpétrées par la secte satanique Boko Haram. Soutenons et encourageons notre vaillante armée pour tous ses efforts et sacrifices. Trois suspects sont activement recherchés par les autorités maliennes. Ils seraient impliqués dans la prise d'otages qui a eu lieu hier dans un grand hôtel de Bamako. L'état d'urgence a été décrété pour une durée de 10 jours. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé 3 jours de deuil national. C'est ce qui est passé ici, qui a illustré plus que jamais la solidarité entre les peuples, notamment entre le français et le peuple malien. Dès l'annonce de cet événement, le président Hollande m'a appelé N'Djamena.
va assurer de tout l'appui et de toute la solidarité du peuple français et de son gouvernement. Le Mali n'est pas une zone fermée, ne sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas. Le Mali est heureux que vous soyez là, en amitié, en solidarité avec lui, dans un moment difficile. Nous tenons à vos vies. Nous ferons tout pour les sauvegarder, mais chacun doit faire attention. On revient sur les circonstances de cet attentat avec Sarah Sakou, un attentat dans lequel 21 personnes ont été tuées. Il est 20h passées vendredi, quand les corps des 2 terroristes sont enfin sortis de l'hôtel Radisson. C'est l'épilogue d'une longue journée de violence et d'un assaut contre les djihadistes qui aura duré plus de 7 heures. Ses clients, évacués plus tôt dans la journée, reviennent chercher leurs bagages. Leur émotion est vive. Je vois les carnages qui a été fait ici là, et je vois les conséquences que ça aura sur ce pays. À l'intérieur de l'établissement, les stigmates de l'attaque sont partout. Traces des fusillades et des tueries. Chambre à l'abandon après l'évacuation de leurs locataires. Ibrahima a été réveillé par des coups de feu au petit matin. Il est resté cloîtré dans sa chambre avant d'en être sorti par les forces de sécurité. Tu entendais les gens crier, tu entendais des coups de fusil, vous sentez la fumée des armes ici. À un moment donné, j'étais résolu. J'ai envoyé des messages à mes parents, leur demandé des excuses, à ma femme, à mes enfants. À partir de là, j'étais résolu. Ça fait peur. Tu ne fais confiance à plus rien. Tu ne sais pas où aller. Aujourd'hui, je ne sais pas même où je vais. Là-bas, c'est sécurisé. Un périmètre de sécurité est désormais établi au Radisson. Une mesure appliquée à tous les hôtels de la ville. Toujours au Mali, l'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Al-Mourabitoun. Le chef est l'Algérien Mokhtar Bel Mokhtar. Alors, qui est ce groupe? La réponse avec Amadou Ba, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité européenne. Un groupe terroriste qui est implanté dans le nord du Mali, au niveau de la frontière algérienne, au niveau du Niger jusqu'au Tchad. Ils étendent leur groupuscule partout dans ces régions. D'où la nécessité de coordination des forces africaines, c'est-à-dire la création d'une force de réaction rapide, comme en mai dernier l'Union africaine l'avait proposition, où tous les pays de l'Afrique, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit le Sénégal, le Mali, et le Tchad, qui réunissent leurs forces pour pouvoir intervenir dans chaque pays où ils sont attaqués. Mais aucun pays ne peut se défendre seul. Ça, il faut dès maintenant qu'on le reconnaisse. Parallèlement, on peut dire qu'aussi il y a une coordination des actions au niveau de la force française Barkhane qui travaille avec Africon, les forces américaines, qui aujourd'hui font leur maximum pour pallier à cette situation. Mais ça ne suffit pas. C'est aux Africains de prendre la situation en main et de défendre leur population, et surtout nos dirigeants africains. La situation d'urgence ne concerne plus seulement la France. Ce matin, les autorités belges ont décidé de placer Bruxelles en état d'alerte terroriste maximale, 8 jours après les sanglants attentats de Paris. Récit Axel Simon. Toutes les stations de métro de la capitale belge sont fermées. Cette passagère l'a appris à ses dépens. C'est vraiment fermé ? C'est l'une des principales mesures prises par les autorités à la suite du relèvement dans la nuit de l'alerte terroriste au niveau maximal. 4 sur 4 pour la région bruxelloise. Une mesure comprise par les habitants de la capitale belge. C'est mieux pour notre sécurité. Nous ne devons pas avoir peur. Il faut vraiment que nous communiquions et que nous vivions normalement. Le gouvernement belge a réuni l'ensemble du Conseil national de sécurité. Il estime que la menace terroriste est désormais précise et imminente. Nous recommandons à la population de respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui seront adressées à la fois sur le terrain partout dans le pays. Nous recommandons à la population de se tenir informée en utilisant principalement les canaux de communication officiels. En clair, les seules informations émanant du centre de crise, du gouvernement et des services de police. Cette mesure exceptionnelle intervient quelques heures après l'arrestation d'un suspect en lien avec les attentats de Paris du 13 novembre. Son identité n'a pas été rendue publique, mais c'est le 3e à être inculpé en Belgique.
Autres mesures imposées aux communes de la région de Bruxelles, les matchs, concerts et autres événements populaires sont annulés et il est recommandé aux habitants de la capitale d'éviter les lieux traditionnellement très fréquentés. Pour le reste du pays, c'est le niveau 3 de l'alerte qui continue de s'appliquer. Le dispositif policier et militaire a été renforcé. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.